Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Langdon Johnson. On se rend sur la commune de Martigues, près de Marseille, plus précisément sur la petite commune de Cap-Couronne, qui était en fait l'objectif de celui-ci. C'était la station radar dit Maer en allemand. Et malheureusement, lors de cette attaque, Langdon fut abattu par la flak car le site était assez fortement défendu, ce qui lui coûtera la vie car il s'est craché en mer au large et on n'a jamais retrouvé son appareil de nos jours. Donc aujourd'hui, découverte des restes de cette station radar en 2021. Allez, c'est parti! Cette magnifique côte rocheuse que vous découvrez sur ces images, encore vierge et préservée, c'est ce que l'on appelle ici, près de Marseille, la Côte Bleue. Elle se situe à l'ouest de la cité phocéenne et s'étire comme cela jusqu'à l'étang de Berre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'indiquais en introduction de ce reportage consacré aux Tuskeghees durant le débarquement de Provence, je me trouve actuellement sur la petite commune de Cap-Couronne, qui est désormais devenue une station balnéaire très réputée dans notre région. Ce calme et cette sérénité apparente de nos jours ne doit pas faire oublier l'effervescence qu'il y avait ici en 1944 sous la période d'occupation allemande. À cet emplacement précis, sur cette partie de la côte provençale, se dressaient deux très importants camps allemands ayant pour but la défense d'un objectif très grande valeur. Il s'agissait en fait d'une station radar d'un intérêt stratégique prioritaire pour les forces alliées en vue du futur débarquement de Provence à venir. Compte tenu de l'importance stratégique évidente de cet objectif, les deux camps allemands qui la défendaient étaient fortement protégés par les systèmes et les moyens traditionnels de l'époque. Nous y retrouvions les classiques blocos et bunkers dissimulés dans la pinède environnante, reliés également par des kilomètres de réseaux de tranchées débouchant sur de nombreux Tobruk équipés de leurs mitrailleuses lourdes. Tout ceci était également entouré de barbelés et pour ce qui concerne la défense du littoral, dans le cadre d'un éventuel débarquement, plusieurs champs de mines avaient été disposés aux alentours, doublés également de chevaux de frise afin de compléter ce tableau. Nous allons commencer ici la visite ensemble de ces objectifs assignés pour cette journée du 12 août 1944 à l'unité des Tuskeghees, ou du moins nous allons tenter ensemble de retrouver les vestiges de ce qu'il en reste de nos jours. Pour cela, commençons par le premier camp, c'est celui que vous trouverez en venant de Marseille sur la pointe Tamaris. C'était le plus important niveau taille et en termes de personnel, car c'était lui qui avait à charge la défense de nos fameux radars. Il comptait 147 militaires du Luftlandrichten Regiment rattaché à la Luftwaffe. Cette station radar, tout comme ses homologues, disposée tout au long de la côte méditerranéenne, est une pièce stratégique du système défensif ennemi. Elles sont en capacité de pouvoir détecter tout navire ou aéronef à une distance d'environ 70 km des côtes. Et nous voici de nos jours à l'entrée de ce premier camp allemand implanté sur cette fameuse pointe Tamaris. Vous pouvez constater sur ces images que la présence de vestiges de la Seconde Guerre mondiale est assez discrète et qu'une végétation rase exposée aux embruns de la mer a pris possession du site. La pointe de ce cap est très sauvage, avec ses successions de blocs rocheux effondrés sur eux-mêmes, non sans vous faire rappeler certains paysages des pointes du Finistère breton. Et voici le premier vestige que vous trouverez à l'ouest du cap, en remontant tout doucement vers la lisière de la Pinède se trouvant à proximité. Enfin, ce qu'il en reste, car lors de notre visite, celle-ci
était encore victime, une fois de plus, de ces fameux incendies qui ravagent malheureusement cette région. Il s'agit ici d'un Tobruk ou d'un Ringstand en allemand, probablement surmonté à l'époque d'une tourelle de chars allemands de type Panzer II réformés car ils étaient bien entendu trop obsolètes à cette période du conflit et cela permettait de les réutiliser sur un système défensif dans les différents ouvrages que comptait le Südwall. Désormais, on peut continuer la visite en direction du bosquet d'arbres calcinés pour y trouver un autre Tobruk. Celui-ci est un modèle un petit peu plus conventionnel, destiné à abriter un simple fantassin muni de sa mitrailleuse lourde. Le modèle de celle-ci est très régulièrement une MG42 qui est capable de tirer plus de 1200 coups minutes et qui en fait une arme véritablement redoutable. Vous remarquerez également que ce Tobruk a été obturé, probablement à l'initiative de la municipalité du secteur, pour des raisons évidentes de sécurité. Par la même occasion, vous pouvez constater que la tranchée de protection et d'accès à cette structure est encore bien visible, même si le temps fait son œuvre et que celle-ci se comble peu à peu. Il est intéressant de prêter une attention particulière à la conception en zigzag de cette tranchée, ceci étant volontaire car le but était de réduire le souffle causé par les déflagrations d'explosion, mais également d'assurer une protection par éclat en cas d'attaque ennemie. Voici en gros ce qu'il reste de nos jours de cette partie du camp de la pointe Tamaris, car les habitations environnantes ont déjà très fortement grignoté et morcelé ce camp. Ainsi, sa configuration, sa structure d'époque et même son organisation sont pour nous de moins en moins évidentes à observer lors de nos visites sur ce site, car de nombreuses parties ont été détruites et se retrouvent désormais à l'intérieur de terrains privés des maisons environnantes. Notre progression, naturelle et logique, en bord de mer, vers la zone des radars, sera ici interrompue par de nombreuses propriétés privées qui nous barrent le passage malgré les lois littorales en vigueur. Nous serons donc obligés de reprendre notre véhicule, direction le deuxième camp allemand. Celui-ci fait face à la ville de Carreau, non loin du sémaphore de la Couronne, et ce sera à partir d'ici que nous rejoindrons le site de la station radar Maheur en empruntant un très agréable sentier de randonnée qui vous mènera à la plage Sainte-Croix, terminus de cette balade. Mais avant tout cela, découvrons ensemble ce deuxième camp allemand qui est celui qui fut en fait le plus transformé après-guerre et dont la plupart des vestiges du passé ont été détruits par l'urbanisme galopant. Ce camp, appartenant aux Marine Kunstenbatterie et occupé par la 51e Funkmus Compagnie de la Kriegsmarine, était composé de 48 militaires pour garder et faire surtout fonctionner ici une deuxième station radar, nom de code Kront. Celle-ci était en fait complémentaire de celle du site de Tamaris, tenue elle par la Luftwaffe. Son rôle était plus la détection de surface de tout navire croisant au large de ce secteur. Pour cela, elle utilise deux radars spécifiques composés d'un Würzburg Giant Rise Fumo 214 associé à un autre modèle, le Z-Tact pour la couverture maritime. Voici une des rares photos montrant le site tout juste après-guerre et comme je vous l'annonçais précédemment, c'est vraiment le site qui a le plus subi de transformation. Il ne reste actuellement quasiment plus aucun vestige de cette époque. Nous avons malgré tout réussi à retrouver les emplacements qu'occupaient ceux-ci à cette période. Le Giants Würzburg se trouvait ici au milieu de cette route d'accès à ce petit parking juste devant cette maison. Pour ce qui concernait le radar Z-Tact, bien protégé par sa solide cuve de béton, celui-ci n'étant distant que de quelques mètres de l'autre radar, sa position se trouvera au centre de ce bosquet d'arbres. Toujours sur nos photos d'époque, vous pouvez constater également la présence de ce bunker de commandement qui fut quant à lui détruit il n'y a pas si longtemps que cela
pour le remplacer par cette école maternelle. Enfin, dernier élément important de ce camp désormais disparu pour toujours, il s'agissait en fait de ce projecteur photoélectrique qui permettait d'éclairer des objectifs distants en mer de façon à permettre d'ajuster les tirs de l'artillerie. Son emplacement actuel se situe à la place de cette maison. Finalement, les quelques vestiges qui subsistent encore de nos jours concernant ce camp se concentrent plutôt en bord de mer, juste à côté du phare. Il s'agit en fait d'une ceinture défensive constituée de nombreux tobruk destinés à défendre le camp qui se trouvait juste au-dessus, près du sémaphore. Nous en avons donc terminé ici et il est temps pour nous de commencer notre randonnée en direction du premier camp vu précédemment, dont cette partie est consacrée à la station radar. Au départ de cette balade, vous reconnaîtrez pour certains d'entre vous un camping qui vous semblera peut-être familier car il s'agit en fait du camping Paradis, rendu célèbre par la série télé du même nom. Cette très belle randonnée vous fera traverser de magnifiques paysages, mais également des points de vue remarquables. Et ici, vous aurez également la chance de pouvoir découvrir des sites historiques antiques, car les Romains se servaient de ce lieu pour extraire des blocs de roche dans les carrières à ciel ouvert toutes proches. Eh bien, nous voici arrivés sur le site. Regardez. Regardez ce qui reste en fait de l'objectif de Langdon Johnson, c'est-à-dire une embase béton du radar du Giant Würzburg. Pour accéder à ce site, rien de plus simple, il vous suffit de prendre la direction à droite au-dessus de la plage de Sainte-Croix, non loin de la petite chapelle qui porte d'ailleurs le même nom. Cette embase se trouve sur un très agréable plateau dégagé au milieu du gazon. Cette relique du passé, qui était en fait le socle béton du radar énorme, qui était ici disposé pour en fait contrôler la zone aérienne. Ce Giant Würzburg Rise 65 pour cette version anti-aérienne était en fait une parabole de 7,50 m de diamètre pour une portée pratique de 80 km. Ce site était équipé de 2 Würzburg qui étaient couplés avec 2 autres radars de type Freya. C'est en fait la version aérienne du Zetak vu précédemment sur la commune de Couronne. Cet ensemble de radars était en fait ce que l'on appelle des radars actifs de détection et surtout de direction de tir qui donnaient leurs informations aux batteries de canons toutes proches. Voici pour la configuration du site que nous allons visiter ensemble. Ici, comparativement à la commune de Cap-Couronne, cette municipalité a gardé les vestiges en l'état et a tenté de les valoriser en expliquant leur utilité et leur contexte historique sur cette très belle plaque émaillée. Avec un œil averti, regardez bien ce socle en béton armé, modèle V229, car celui-ci porte encore en lui les stigmates de l'attaque des Mustangs du 332e Fighter Group en cette journée du 12 août 1944. Là, vous pouvez voir les impacts de 12-7. Regardez un petit peu les impacts énormes de nos appareils. Sûrement peut-être même des balles qu'a tiré Langdon Johnson ou son coéquipier Woodrow Crockett. Regardez un petit peu ces impacts énormes que l'on peut retrouver dans l'embase du béton. Voyez ? Là, suivez-moi, je vous emmène à quelques mètres du radar. Il y avait ici 2 superbes postes défensifs, l'un à l'intérieur des terres, l'autre faisant face plutôt côté mer. Là, vous pouvez observer un magnifique tobruk. Regardez ça. L'entrée se faisait ici. La tranchée de communication se faisait sûrement de ce côté-là. Et ensuite, le poste de mitrailleuse était placé comme cela. Et puis là, ben, voilà, ils avaient une position de défense. Cette station radar était finalement assez étendue.
Et la majeure partie des vestiges du site se trouve finalement dans le camping qui jouxte la plaine herbeuse, et vu que celui-ci était fermé lors de notre visite, nous devrons nous contenter de prises de vue malheureusement par-dessus les clôtures. Sur ces jolis clichés aériens d'après-guerre, on retrouve très bien la structure du camp et également on remarque le Würzburg ainsi que le Tobruk actuellement utilisés comme pot de fleurs au sein du camping. Voici les derniers clichés de ce radar, pris à la Libération et juste avant son démontage. Quant aux cuves des radars Freya, eh bien nous n'avons malheureusement pas pu les observer en détail car celles-ci se trouvaient trop à l'intérieur du camping. Par contre, pour bien comprendre la physionomie de ce site, nous avons retrouvé sur de vieilles cartes postales d'époque, juste après-guerre, la présence de ces fameuses cuves de radar encore bien visibles à une époque où manifestement il n'existait pas encore le camping. Bon, aujourd'hui je sortirai pas le drone parce que déjà c'est un endroit qui est interdit au survol, mais en même temps il y a d'autres drones qui volent également dans le ciel. Pour terminer le sujet sur la présence du système défensif allemand des environs, on peut également mentionner que la IR était également bien présente et en grand nombre dans ce secteur. Il s'agit en fait de l'armée de terre régulière. Je ne vous indiquerai pas volontairement l'intégralité des camps présents, car ceci serait bien entendu hors sujet. Par contre, nous pouvons toutefois parler de la batterie de Couronne, qui était en fait une ancienne batterie française récupérée à son compte par l'envahisseur dès la capitulation. Celle-ci était équipée de plusieurs canons de prise, mais surtout des 4 canons d'origine qui étaient des 138 mm. Elle se situe au nord de l'actuel camping et faisait plus ou moins la jonction entre les deux grandes stations radar. D'ailleurs, elle existe toujours à l'état de vestige. Ceux-ci sont encore visibles à l'intérieur de la petite pinède environnante, mais ils sont directement observables depuis la route d'accès au camping. Sur ces clichés d'époque, prises durant la visite de différents états-majors, on peut même reconnaître le Feldmarschall Erwin Rommel en visite de contrôle pour l'avancée du Südwall. Celui-ci est accompagné du général-lieutenant René Delhomme de Courbières en charge de cette partie du littoral depuis janvier 1944. C'est lui qui affectera ici le 1er bataillon du 758e régiment des grenadiers issu de la 338e division d'infanterie allemande. Allez, venons-en au fait concernant cette journée de combat qui se prépare. L'action se déroulera le 12 août 1944. Les 64 appareils du 332e Fighter Group engagés sur cette mission prennent l'air dès l'aube depuis leur base de Ramitelli en Italie. Direction initiale de ce flight, l'Espagne. Notre groupe volera ainsi une bonne partie de son trajet au-dessus de la Méditerranée en formation compacte. Ceci afin d'être bien visible du contrôle aérien ennemi. Tous ces pilotes sont commandés aujourd'hui pour cette mission à haut risque par un homme, le capitaine Alton Franklin Ballard. Les Mustangs arrivent en plein est sur le cap 283 dans l'axe de la ville de Perpignan. Virèrent brusquement de cap à 65 km de la côte pour former ainsi 4 groupes de ces appareils qui se dirigent désormais vers leur secteur d'attaque. Le capitaine Poulam commande le groupe du 100e Fighter Squadron ayant pour objectif les environs de Marseille. Ce groupe d'assaut, arrivé au large de la ville de Sète, va de nouveau se séparer en 4 groupes de 4 appareils. Ils vont ainsi se répartir en 2 groupes de 4 Mustangs, assurant la sécurité et le contrôle aérien à 15 000 pieds d'altitude pour prévenir de toute intervention de la chasse allemande. Tandis qu'au même moment, les 2 autres groupes de 4 appareils, quant à eux, s'occupent d'attaquer leur objectif du jour en volant plein gaz au ras des vagues à 15 mètres au-dessus de l'eau.
Cette technique, qui ne laisse aucun droit à l'erreur de pilotage, était destinée à voler sous la couverture radar allemande, et ceci bien entendu afin d'être indétectable. Cette stratégie d'assaut était employée pour embrouiller les analystes radar ennemis, car le temps que ceux-ci comprennent ce qu'ils se trament, ce délai offrait de précieuses minutes avant la mise en alerte générale des batteries antiaériennes qui défendaient les secteurs sensibles. Les 4 Mustangs faisant partie du groupe d'assaut du site des radars de Tamaris est commandé aujourd'hui pour cette première vague par le capitaine Woodrow Crockett. Il sera aidé dans cette tâche par son ailier, le First Lieutenant Langdon Elmer Johnson. La seconde vague, quant à elle, sera conduite par le capitaine Marion Rogers et son ailier Washington Dubois-Ross. Voici donc nos 4 protagonistes pour l'attaque de cette station radar. L'effet de surprise ce jour est total, car la Luftwaffe n'a absolument pas eu le temps de réagir à cette attaque en faisant décoller le moindre appareil. Il est 10h46 et le capitaine Woodrow Crockett et son ailier Langdon Johnson sont à moins d'1 minute en approche finale sur leur objectif. Ils se guident pour cela du relief si particulier représenté par la pointe Tamaris. Les sécurités sur les mitrailleuses 50 sont enlevées, le doigt est placé sur la détente, tout le monde est prêt. L'attaque ne durera que quelques minutes, tout au plus, par vague de 2 appareils qui passeront successivement l'une derrière l'autre. Le leader de cet assaut, Woodrow Crockett, effectue au dernier instant sa prise d'altitude afin de descendre en piqué face au radar. Au même moment, son ailier, Langdon Elmer Johnson, à quelques mètres derrière lui sur sa droite, s'apprête à effectuer la même manœuvre. Mais malheureusement, les 6 canons de Flak 38 le prennent déjà pour cible avec leurs obus de 20 mm. Lorsque celui-ci attaque en piqué à son tour, plusieurs obus le touchent au but et Langdon est désormais mortellement touché. Woodrow Crockett vient d'effectuer sa passe de tir avec succès sur le radar. Il break à gauche pour repartir d'où il vient, mais il s'aperçoit à cet instant que Langdon est en difficulté. Crockett regagne le large en volant au ras de l'eau à toute vitesse sous le tir de barrage de la Flak. À cet instant, il a encore un visuel sur Langdon, quand tout à coup, il le voit percuter les flots dans une énorme gerbe d'eau qui lui arrachera l'aile droite à l'impact avant de l'engloutir instantanément. En direct et immédiatement témoin du drame, Mario Rogers et son ailier Dubois-Ross doivent rester concentrés et ne pas céder à l'émotion. De toute façon, ils n'ont pas de temps pour cela, car tout se passe très vite désormais. C'est à eux de jouer pour cette deuxième phase de tir. Victoire! Les radars explosent, l'objectif est rempli. Une dernière pensée et un adieu pour Langdon, qui ne fera pas partie du chemin de retour à Armitelli aujourd'hui. D'ailleurs, la trace d'huile à l'endroit de son crash s'estompe déjà peu à peu sur cette immensité marine. La disparition en mer de Langdon et de son Mustang ont été approximativement retranscrites sur ce rapport de perte rédigé par Woodrow Crockett dans ce secteur dès son retour à sa base à Armitelli. Officiellement, il a été abattu par la protection antiaérienne du site des radars de Tamaris, constitué de 6 canons de 20 mm Flak 38. Au jour d'aujourd'hui, ni son corps ni son appareil n'ont encore été localisés, ni même recherchés, et ainsi, le deuil de cette disparition n'est toujours pas refermé pour les membres de sa famille restés aux États-Unis. Son nom figure désormais sur le mur des disparus au cimetière américain de Draguignan, et peut-être qu'un jour, la motivation et les moyens nécessaires seront enfin engagés afin de rendre celui-ci à ses descendants. Bon, eh bien c'est ici que se terminera cette balade. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été instructive. En tout cas, en ce qui nous concerne, avec Nicolas Courtine, nous avons tenté, à travers ce reportage, d'être le plus juste et le plus précis possible avec les documents historiques que nous avions en notre possession. Ceux-ci nous ont permis de vous faire revivre ces histoires oubliées du 12 août 1944 concernant les attaques du site de Tamaris. Ces radars sont désormais hors service et pour un certain temps, de quoi permettre largement l'arrivée de la flotte d'invasion prévue pour le 15 août. Mais par contre, en ce qui concerne le site de la Couronne, ces radars sont encore pleinement fonctionnels et représentent toujours une menace.
Du coup, cette mission sera confiée dès le lendemain 13 août aux Spitfire anglais du 87e Fighter Wings et ceux-ci paieront également un lourd tribut pour l'anéantissement de ces radars car sur les 10 Spitfire engagés ce jour-là, 2 d'entre eux ne rentreront pas à leur base de Calenzane. Ces 2 avions seront à leur tour également victimes de la flak toujours aussi présente et dangereuse sur ce secteur. Le flight officier Myers partagera également le même destin funeste que Langdon Johnson, car lui aussi, après avoir été abattu par la flak, son avion et son pilote disparaîtront en mer. Quant au deuxième flight officier, Strutt, lui aura la chance d'en réchapper en s'extrayant à la dernière minute de son cockpit en sautant en parachute, mais celui-ci sera malheureusement récupéré par un patrouilleur allemand dérivant dans le golfe de Fosse. De nos jours, dans le secteur approximatif concernant la perte de ces appareils, des débris identifiés comme ceux de Spitfire ont été retrouvés par très grande profondeur, mais malheureusement par près de 850 mètres de fond. Le travail d'identification pour découvrir l'appartenance du groupe de chasse avec ces débris est financièrement colossal et il y a de très fortes chances que ce mystère reste entier encore bien longtemps. Par contre, ce travail est plus envisageable avec d'autres débris. Il s'agit d'une aile et d'un morceau de fuselage remonté à la côte il y a bien longtemps par un chalutier qui est venu s'en débarrasser ici dans la calanque de l'Âne, non loin de la pointe des Biais sur l'archipel du Frioul. Tous ces débris reposent désormais par 15 mètres de fond et attendent sagement que quelqu'un leur fasse livrer leurs secrets. Avant de terminer ce reportage, voici ce que sont devenus après-guerre les pilotes et donc les frères d'armes ayant mené cet assaut avec Langdon. Ils sont pour la plupart rentrés au pays après ce deuxième conflit mondial. Woodrow Crockett effectuera 149 missions sur les 15 mois que durera son engagement dans ce conflit. Il continuera néanmoins une carrière militaire au sein de l'US Air Force. Il participera d'ailleurs également à la guerre de Corée et finira sa carrière militaire avec le grade de lieutenant-colonel. Il s'éteindra le 16 août 2012. Concernant Marion Rogers, lui aussi fera carrière au sein de l'armée de l'air, un poste qu'il occupera durant 22 années. Il finira également lieutenant-colonel et s'éteindra à l'âge de 96 ans le 5 décembre 2017. Quant à Washington Dubois-Ross, lui aussi finira au grade de lieutenant-colonel. Il aura également à cœur de partager régulièrement ses souvenirs et son expérience au sein de l'unité des Tuskegee au travers de nombreuses interviews. Il s'éteindra lui aussi le 9 octobre 2017. Et concernant Langdon, nous espérons qu'un jour, un projet de recherche de son appareil soit entrepris, mais en attendant ce jour, nous souhaiterions malgré tout entamer avec la municipalité un projet de stèle commémorative face à la mer en mémoire de la bravoure de ces hommes ayant risqué et même perdu leur vie pour notre liberté et ainsi sortir de l'oubli et de l'indifférence les 2 noms des disparus en mer, Langdon Elmer Johnson et le flight officier Myers. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de ce reportage. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve devant l'immensité du bleu. C'est là que se trouve le corps, sûrement, de Langdon Johnson ainsi que de son appareil. Sa dernière demeure est ici. Donc n'hésitez pas à avoir une petite pensée pour lui si vous venez visiter ce site chargé d'histoire. Allez, à bientôt.